Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 7 avril 2025 et cette vidéo va traiter du sujet de la prévarication de certains juges et notamment de certains juges administratifs. Mais me direz-vous pourquoi refaire une vidéo sur ce thème alors que j'ai déjà fait un direct de 1h30 sur ce thème de la prévarication en janvier 2025 et que j'ai aussi publié un article dans Profession Gendarme pour expliquer en détail ce qu'était la prévarication. Eh bien, il y a 3 raisons. La première, c'est que le direct durait donc 1h30 et que peut-être que c'était un peu long parce qu'il y a eu peu de vues de cette vidéo. La deuxième raison, c'est que, vous le savez, depuis que j'accuse 4 juges administratifs de prévarication, donc je les appelle des prévaricateurs et des négateurs de justice, eh bien, puisque j'emploie systématiquement ce mot, je pense qu'il est vraiment important que je rappelle périodiquement quelle est la signification de ce mot qui n'est pas très utilisé dans la langue française. La preuve, c'est que la dernière fois que j'étais au tribunal judiciaire de Reims, dans le bureau de la vice-procureure du tribunal judiciaire, Madame Mathilde Campagny, eh bien, elle a eu un petit peu de mal à prononcer ce mot. Donc, je me suis aperçue qu'il n'était pas très connu, même de personnes qui travaillent dans le domaine du droit. Et la troisième raison, c'est que je vais expliquer cette vidéo que je suis en train de réaliser, eh bien je vais l'envoyer par courriel à des membres d'un organe du Conseil d'État dont je ne vous ai pas encore parlé, qui s'appelle le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Donc comme c'est un peu long, moi j'ai décidé d'abréger en Conseil supérieur des juridictions administratives. Et donc, je vais leur envoyer par courriel le lien vers cette vidéo pour leur expliquer qu'est-ce que c'est que la prévarication, parce que apparemment, à la suite d'une déclaration que certains membres de ce conseil supérieur ont faite en février 2025, je me suis aperçue que peut-être il et elle ne connaissaient pas trop ce délit. C'est bien normal parce que malheureusement il n'est pas écrit, il n'est pas inscrit dans le code pénal français alors qu'il l'est dans le code pénal espagnol. Et c'est pourquoi je vais essentiellement traiter dans cette vidéo de la prévarication selon le code pénal espagnol. Et je précise que la France et les membres de toutes les professions de droit et les législateurs et législatrices devraient s'inspirer de l'exemple espagnol pour inscrire le délit de prévarication dans le code pénal français. Alors, on va commencer par l'origine du mot prévarication. Donc, ça vient du latin praevaricatio, qui est formé lui-même à partir de 2 adjectifs, l'adjectif varicus et l'adjectif varus. L'adjectif varus signifie qui a les jambes tordues, qui a les jambes qui rentrent en dedans, qui a les jambes cagneuses. Et l'adjectif varicus, ça signifie qui écarte les jambes. Donc, le premier usage en latin, c'était dans le domaine agricole. C'est-à-dire qu'il signifiait marcher de travers et dévier d'une ligne droite. Et, par conséquent, lorsque on labourait des terres et que l'on s'écartait de la ligne droite, eh bien, on prévariquait. Praevaricari, c'était le verbe qui veut dire justement dévier de la ligne droite, de la ligne correcte en labourant. Et le deuxième usage du mot en latin, très vite, ça a été un usage juridique. C'est-à-dire que la personne qui prévariquait était la plupart du temps un juge ou un avocat, et cette personne était de connivence avec la partie adverse. Donc vous voyez à l'écran, sur des entrées du dictionnaire Gaffio, qui est le dictionnaire célèbre latin-français, eh bien donc le prévaricateur, c'était une personne qui était de connivence avec la partie adverse, en secret évidemment. Alors en français, le mot prévarication apparaît pour la première fois au XIIe siècle. Et le verbe français prévariquer, lui, il est apparu en 1549. Et là encore, il désignait, dans le domaine du droit, il désignait une personne, juge ou avocat, qui s'entendait en secret avec la partie adverse, qui était de connivence avec la partie adverse. Alors, à partir du moment où le mot est apparu en français et a été utilisé, eh bien, on peut garder 3 sens importants du mot prévarication. Le premier sens était un sens religieux. C'est-à-dire que prévariquer, c'était transgresser une loi divine ou une obligation morale. Et ce sens religieux a quasiment totalement disparu aujourd'hui au XXIe siècle. Le deuxième sens, c'était une omission de faire. C'est-à-dire que on devrait faire quelque chose, mais
on s'abstient de le faire. Donc c'est ce qu'on appelle aussi un manquement, du verbe manquer. Quand on manque de faire quelque chose, ça veut dire on décide de ne pas faire quelque chose. Donc le deuxième sens de prévarication, c'est le fait de faire un manquement grave avec de la mauvaise foi au devoir d'une fonction, d'une charge publique ou d'un mandat, et c'est le fait d'un fonctionnaire ou d'un agent public. Donc deuxième sens, une omission de faire quelque chose qu'on devrait faire, un manquement. Et le troisième sens très actuel de prévarication, c'est une action délictuelle, c'est-à-dire on fait vraiment quelque chose qui est contraire à la loi ou qui est contraire à des règles qui ont été édictées. C'est une violation active de la loi ou de règles commise par des fonctionnaires ou agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, souvent par intérêt personnel ou cupidité. Donc, si on voulait donner je vais vous donner une définition assez précise et détaillée de ce qu'est la prévarication. Ça englobe une gamme diverse d'actes illégaux et de mauvaise gestion par des personnes qui sont en position d'autorité, qui ont une charge, une fonction importante et quasiment toujours une charge ou une fonction publique. Donc, en droit, c'est un manquement grave au devoir d'une fonction ou d'un mandat, et souvent, comme je vous l'ai dit, c'est commis par intérêt personnel ou par cupidité. La cupidité, c'est le désir d'avoir de l'argent ou d'avoir des privilèges ou d'avoir des faveurs. Donc, soit par omission, comme je vous l'ai dit, une omission de faire, soit par action, la prévarication implique un refus intentionnel de respecter ses obligations. Et c'est le fait de fonctionnaires, d'agents publics, de personnalités gouvernementales, de magistrats ou de magistrates, de procureurs. Et souvent, ce refus de respecter les obligations de sa charge, eh bien, c'est en collusion, en connivence avec la partie adverse quand il y a un conflit entre deux parties, comme c'est le plus souvent le cas dans le domaine du droit. Cette transgression des règles et des obligations professionnelles et déontologiques, eh bien, peut se manifester sous différentes formes. Un abus d'autorité, une malversation, une concussion, un déni de justice ou un refus d'instruire un dossier correctement, comme c'est mon cas, malheureusement, depuis 2017, par 4 juges administratifs. Alors, pour vous montrer que dans le domaine du droit, eh bien, le mot prévarication, dans le sens de refus de faire quelque chose qu'on devrait faire pour respecter ses obligations déontologiques, eh bien, je vais vous montrer 2 citations de 2 jurisconsultes. Donc, les jurisconsultes, à partir du XVIe, XVIIe siècle, c'était comme ça qu'on appelait les personnes qui étaient versées dans le droit, qui avaient des capacités juridiques. Donc, le premier exemple, c'est un monsieur qui s'appelle Jean-Baptiste Denisard et qui a recueilli, qui a collecté des décisions de jurisprudence. Ce que je vous montre à l'écran, ça date de 1766 et vous voyez ce que dit Jean-Baptiste Denisard en parlant d'un prévaricateur. Le prévaricateur est celui qui abuse de la confiance qu'on lui a donnée. La prévarication se dit plus particulièrement de l'abus commis dans une charge publique. Par exemple, si un magistrat rapporteur omet sciemment de parler d'une pièce importante, c'est un prévaricateur. Ce qu'il dit, eh bien, ça correspond exactement à ce qu'ont fait Olivier Nizet et Antoine Deschamps au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et ce qu'ont fait Éric Mess et Christophe Wurtz à la cour administrative de Nancy. C'est-à-dire, ils ont sciemment omis de parler d'une pièce importante et en l'occurrence, c'était les 4 éléments de preuve objectifs que je donnais pour montrer qu'il y avait eu dans mon dossier administratif en 2019 une manipulation frauduleuse. Et la deuxième citation que je vais vous montrer d'un jurisconsulte, donc c'est un monsieur qui s'appelait Philippe Merlin, et comme il était né à Douai, eh bien on l'a appelé Philippe Merlin de Douai. Et monsieur Philippe Merlin de Douai, eh bien lui aussi, il a collecté dans un livre des décisions de jurisprudence, et ce que je vous montre à l'écran, donc c'est un répertoire de jurisprudence qui a été édité en 1823. Et voilà ce que dit monsieur Philippe-Antoine Merlin de Douai. On entend principalement par le mot prévarication l'infraction des officiers de justice à leur devoir. Les mains du juge doivent être pures comme ses intentions.
Et c'est quelque chose, évidemment, que je vais dire lorsque je vais aller à un procès au tribunal judiciaire de Reims le 17 juin 2025 et à un autre procès au tribunal judiciaire de Paris le 9 janvier 2026. Les mains des juges doivent être pures comme leurs intentions et les mains de Olivier Nizet, Antoine Deschamps, Éric Meiss et Christophe Wurst n'ont pas été pures lorsqu'ils ont traité mes recours contre des décisions défavorables du rectorat de Reims contre moi. Alors, comme je vous l'ai dit, la prévarication n'est pas inscrite dans le code pénal en France. Le seul délit qui correspond à la prévarication, c'est le délit de déni de justice, que bien sûr j'ai utilisé pour porter plainte contre les 4 juges administratifs que je viens de citer, mais la prévarication en elle-même n'existe pas dans le code pénal, alors que elle existe dans le code pénal espagnol. Et ce que je vous montre à l'écran, c'est la définition de la prévarication justement dans le code pénal espagnol. Donc en espagnol, la définition c'est faltar conscientemente a los deberes de su cargo al tomar una decisión et dictar una resolución injusta con plena conciencia de su injusticia. Ce qui veut dire en français, manquer consciemment au devoir de sa charge en rendant une décision ou un jugement injuste en ayant pleine conscience de cette injustice. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, ce sont les 5 articles qui, justement, disent ce qu'est la prévarication des juges. Parce que dans le code pénal espagnol, il y a une distinction entre la prévarication administrative et la prévarication judiciaire. Donc la prévarication administrative, c'est le fait de manquer consciemment au devoir de sa charge, de sa fonction, et de rendre des décisions injustes, et c'est le fait d'autorité administrative. Mais la prévarication judiciaire, dans le code pénal espagnol, c'est vraiment le fait de magistrats et de magistrates, de juges, d'avocats ou d'avocates, et même de procureurs. Donc, je vais vous montrer les 3 premiers articles qui disent ce qu'est la prévarication dans le code pénal espagnol. Il y a d'abord l'article 446. Donc, dans cet article, il y a les 5 critères qui permettent de définir si une personne, magistrat ou magistrate ou juge, a commis de la prévarication. Quels sont ces 5 critères? D'abord, il faut qu'il y ait une décision ou un jugement qui ait été rendu. Ensuite, il faut que cette décision ou ce jugement soit injuste. 3e critère, la personne qui a dicté cette décision ou ce jugement doit être un juge ou un magistrat ou une magistrate. 4e critère, le ou la juge doit être conscient ou consciente que la décision ou le jugement sont injustes. Et 5e critère, le préjudice subi du fait de la décision ou du jugement doit être direct. Donc c'est-à-dire que la personne qui va porter plainte contre un ou une juge pour prévarication doit aussi prouver que le préjudice que il ou elle en a subi a été directement lié à la décision ou au jugement injuste. 2e article, c'est l'article 447. Donc, il s'agit de la prévarication par imprudence. Rendre une décision ou un jugement injuste par imprudence grave ou ignorance inexcusable. Le code pénal est plus sévère pour la preuve de l'injustice manifeste de la décision du jugement. C'est-à-dire que, parfois, les juges qui rendent des décisions injustes le font parce qu'ils et elles sont un petit peu ignorants ou ont été imprudents. Et dans ce cas-là, il faut que la personne qui accuse les juges de prévarication prouve de façon beaucoup plus juste, beaucoup plus détaillée, prouve justement qu'il y a eu une imprudence manifeste dans le jugement qui a été rendu de façon injuste. Et le 3e article, c'est l'article 448. Et donc, c'est la prévarication par refus de juger, ce qui correspond exactement dans mon dossier à ce qu'ont fait les 4 juges prévaricateurs que j'ai déjà cités. Donc, c'est lorsque un ou une juge se refuse à juger une affaire, soit en prenant prétexte de l'obscurité, de l'insuffisance ou du silence de la loi. Alors ça, c'est quelque chose qui ressemble à l'article 4 de notre code civil, soit sans alléguer aucune raison légale. Et dans ce cas-là, c'est un cas de prévarication par omission. C'est-à-dire, là encore, les juges omettent de faire ce qu'ils et elles auraient dû faire. Donc, pour illustrer
justement comment ces articles sont appliqués lorsque des justiciables portent plainte contre des juges ou des magistrats pour prévarication, eh bien je vais vous montrer deux décisions du tribunal suprême en Espagne. Donc vous voyez le bâtiment de ce tribunal, il est à Madrid, et c'est ce tribunal qui justement est chargé d'examiner les plaintes pour prévarication judiciaire ou prévarication administrative. Et ce que je vous montre à l'écran, c'est une décision du tribunal suprême du 17 février 2015. Donc c'est la STS, ça veut dire Sentencia del Tribunal Supremo, décision du tribunal suprême. Donc c'est la STS numéro 62 de l'année 2015. Le refus de juger, ou, ce qui revient au même, le refus d'exercer l'activité juridictionnelle conférée aux juges et aux magistrats et magistrates dans leur domaine de compétence peut se traduire par le refus infondé d'effectuer des actes qui s'imposent juridiquement. Ne pas assumer sa compétence, ne pas prendre de mesures, ne pas rendre de jugement, etc. La volonté de ne pas exercer la fonction juridictionnelle doit être claire, elle doit être intentionnelle et dolosive, sous peine d'être qualifiée de prévarication par imprudence. Donc que veut dire cette dernière phrase? Ça veut dire bien évidemment que le tribunal suprême, pour condamner des juges pour prévarication par omission, eh bien il faut vraiment que le tribunal ait la preuve que les juges ont intentionnellement refusé de faire quelque chose qu'il et elle auraient dû faire. Et c'est exactement ce qu'ont fait contre moi les 4 juges prévaricateurs que j'ai déjà cités. Donc, cette omission de faire doit être intentionnelle et dolosive. Dolosive, ça veut dire qu'elle provoque un dol, un dommage. Et dans mon cas, le refus des 4 juges prévaricateurs de vérifier, d'une part, la matérialité des faits qui m'étaient reprochés par le rectorat de Reims, et d'autre part, le refus de vérifier des allégations que moi je faisais contre le rectorat de Reims, eh bien ce refus a été directement dolosif pour moi, puisque cela a conduit notamment à l'ordonnance de rejet du dernier des 4 juges prévaricateurs en décembre 2024. Donc il a rejeté mon recours contre la seconde révocation, et c'est pour ça que actuellement j'ai déposé un pourvoi au Conseil d'État. Donc je vais vous montrer maintenant les 2 derniers articles qui concernent la prévarication judiciaire. Donc il y a l'article 449 qui concerne un retard malveillant dans la procédure. Donc le 449.1, c'est que le ou la juge retarde la phase de jugement en poursuivant un objectif illégitime. Et le 449.2, c'est que le retard peut être causé par un ou une fonctionnaire qui est différent des juges. Et donc, par exemple, lorsque le premier conseiller Éric Mess à la Cour administrative d'appel de Nancy, entre septembre 2021 et juillet 2023, septembre 2023, c'est-à-dire pendant 2 ans, n'a pas audiencé le recours contre la première révocation, eh bien, il a commis un retard malveillant dans la procédure, parce que je lui ai demandé à plusieurs reprises, justement, de mettre une audience, et de prendre des mesures d'instruction et de mettre une audience, et M. Éric Mess ne l'a pas fait, tout en écrivant que c'était quand même son objectif d'audiencer dans les plus brefs délais. Et le dernier article, donc c'est le 467, et celui-là, il concerne les procureurs et les avocates et avocats. Soit ils ou elles ont fait une imprudence grave ayant causé un préjudice à des justiciables, soit ils ou elles ont conseillé, représenté ou défendu une personne X, et sans son consentement, ils et elles ont aussi conseillé, représenté ou défendu une autre personne Y qui avait un intérêt contraire à X dans la même affaire. Ou alors, les procureurs et les avocates et avocats peuvent avoir gravement lésé par action ou omission les intérêts qui leur ont été confiés par une personne. Voilà. Et donc, pour vous montrer à quel point en Espagne, la prévarication est vraiment tenue pour quelque chose de très grave, eh bien, je vais vous montrer un extrait d'une autre décision du tribunal suprême qui montre que justement, la France devrait s'inspirer de l'Espagne parce que des juges, des magistrates et des magistrats qui commettent la prévarication, eh bien, ça porte atteinte vraiment à l'état de droit. Et comme je l'ai souvent dit, ce sont des individus qui bafouent non seulement les droits des justiciables, mais qui bafouent aussi le caractère sacré de leur mission de justice.
Donc voici les extraits de la décision du tribunal suprême, d'abord du 15 octobre 1999. Donc celle ou celui qui prévarique manifeste du mépris pour la primauté du droit et par conséquent s'attaque à l'état de droit, en affaiblissant la fonction judiciaire de juger par application stricte du droit. Je pense que, là encore, les membres du Conseil supérieur des juridictions administratives qui vont regarder cette vidéo, puisque je vais leur envoyer le lien par courriel, je pense que vous devriez, mesdames et messieurs, prendre conscience de ce qui est dit dans cette phrase. Le fait de prévariquer, eh bien, ça porte atteinte à l'état de droit et ça affaiblit la fonction judiciaire. Et ça affaiblit aussi la confiance que les justiciables doivent avoir dans la justice, que ce soit la justice judiciaire ou que ce soit la justice administrative. Et un autre extrait d'une décision du tribunal suprême, cette fois-ci du 9 février 2012. Écoutez bien, mesdames et messieurs, membres du Conseil supérieur des juridictions administratives. Dans un système démocratique tel celui réglé par la Constitution espagnole, le pouvoir judiciaire est légitimé par l'application de la loi à laquelle il est soumis et non par l'imposition de ses propres prérogatives. Les dispositions légales du délit de prévarication ne doivent pas s'entendre comme une attaque à l'indépendance des juges, mais comme une exigence démocratique qu'impose la nécessité de réprimer par la loi un comportement survenu dans l'exercice du pouvoir judiciaire lorsque, sous le prétexte d'appliquer la loi, ce comportement porte directement atteinte à l'état de droit. Et c'est ce que j'affirme depuis 2020, depuis le 24 décembre 2020 et depuis que j'ai déposé ma première plainte pénale contre un juge administratif prévaricateur. Donc c'était le 7 juin 2021 et c'était contre Olivier Nizet, vice-président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Eh bien, la prévarication de ces 4 juges administratifs porte atteinte à l'état de droit, porte atteinte à l'image de la justice, porte atteinte à la fonction des juges administratifs. Et c'est pour ça que, justement, je me suis... La première des choses que j'ai faites, c'est de vous adresser des signalements dès juin 2021, que ce soit à la mission d'inspection des juridictions administratives ou que ce soit au Conseil supérieur des juridictions administratives. Je rappelle que, en France, les missions de la juridiction administrative sont au nombre de 3. Premièrement, obliger les administrations publiques à respecter le droit, avec un D majuscule. Deuxièmement, protéger les droits et libertés des justiciables lorsque ces justiciables sont en conflit avec des administrations. Et encore plus lorsque ces justiciables sont des fonctionnaires, c'est-à-dire des agents publics qui sont dans une relation asymétrique avec leurs administrations. Donc qu'est-ce qu'on peut protéger comme droits et libertés des fonctionnaires ou des justiciables? Eh bien, le droit à un procès équitable, l'égalité des armes avec l'administration, le principe constitutionnel du contradictoire et le droit d'accès qui est aussi de nature constitutionnelle aux documents administratifs. Et la troisième mission des juridictions administratives, c'est d'ordonner une réparation financière des préjudices causés par les abus de pouvoir des administrations. Voilà. Donc, ces 3 missions, eh bien, elles sont écrites dans les sites internet de la plupart des juridictions administratives en France. Je rappelle qu'il y a 42 tribunaux administratifs de premier degré et qu'il y a 9 cours administratives d'appel de second degré et qu'il y a le 3e degré du Conseil d'État. Eh bien, lorsque je regarde les sites internet, je trouve toujours la mention de ces 3 missions des juridictions administratives. Et ce que j'affirme depuis 2021, eh bien, c'est que les 4 juges que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire Olivier Nizet, Antoine Deschamps au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et Éric Mess et Christophe Wurtz à la cour administrative d'appel de Nancy, eh bien ces 4 juges, je les appelle des prévaricateurs parce que ils ont délibérément, intentionnellement, sciemment refusé de protéger certains de mes droits et ils ont refusé de prendre des mesures d'instruction et ils ont refusé de vérifier la matérialité des faits qui m'étaient reprochés par le rectorat de Reims. Et donc, ce refus de faire une partie de leur office de juge administratif, c'est cela qui s'appelle la prévarication. En France, comme je vous l'ai dit, il n'y a que le délit pénal de déni de justice, mais c'est bien pour ça que je les ferai condamner, parce que en refusant de faire des choses qui sont
consubstantiellement dans leur office de juge administratif, eh bien, ces 4 individus ont daigné de me rendre la justice. Le déni de justice au plan pénal, ce n'est pas le refus de juger, c'est le refus de rendre la justice. Or, je prétends, j'affirme, et évidemment j'ai des preuves de cela dans la jurisprudence même du Conseil d'État, que rendre la justice pour un juge administratif, eh bien c'est au minimum, faire une instruction correcte des dossiers qui lui sont soumis. En 1957, le Conseil d'État a jugé dans une affaire, l'affaire numéro 252-23, que l'instruction d'une affaire à juger était une formalité essentielle dont la violation conduit à la censure pour vice de procédure. Et il faut savoir que la procédure du contentieux administratif, d'une part, est essentiellement écrite, d'autre part, elle est contradictoire et elle est inquisitoire. C'est-à-dire que ce sont les juges qui dirigent l'instruction des requêtes. Et si les juges dirigent l'instruction des requêtes, c'est pour une bonne et simple raison. C'est parce que lorsque vous avez un conflit, un contentieux, un litige entre une administration qui est à ce niveau de pouvoir et de puissance et des fonctionnaires qui sont de façon asymétrique, qui ont un pouvoir beaucoup moindre que l'administration, eh bien, c'est au juge qu'il revient, parce qu'il n'y a que lui ou elle qui peut le faire, c'est au juge administratif qu'il revient justement de rechercher la vérité. Il y a les parties, bien sûr, qui apportent des éléments de preuve, mais lorsque ces éléments de preuve sont détenus par les administrations, vous comprenez bien qu'il n'y a que les juges qui puissent obliger, exiger de l'administration qu'elle produise des éléments, des documents qu'elle détient. C'est pour cela que la procédure en contentieux administratif est dite inquisitoire, c'est-à-dire que c'est la responsabilité des juges administratifs de mener une instruction correcte, une instruction complète, une instruction impartiale pour que justement la vérité des faits soit établie. Et c'est ce que n'ont pas fait, eh bien, les 4 juges administratifs que j'ai déjà abondamment cités. Et ce que je dis encore une fois, mesdames et messieurs, les membres du Conseil supérieur des juridictions administratives, c'est ce que je répète dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube et sur mon compte TikTok depuis que, en juin 2023, j'ai commencé mon opération Stop au déni de justice. Et donc, vous voyez à l'écran la vidéo, le direct que j'ai fait dans cette opération Stop au déni de justice, c'était le 26 juin 2023. Et dans cette vidéo, eh bien, c'est la première, dans ce direct, c'est la première fois que j'expliquais vraiment ce qu'était le déni de justice et pourquoi j'accusais 2 juges administratifs de déni de justice. Et je vous renvoie aussi, mesdames et messieurs, les membres du Conseil supérieur des juridictions administratives, je vous renvoie à la vidéo numéro 22 bis, c'est-à-dire dans laquelle je détaillais aussi le devoir d'instruction des juges administratifs. C'est la raison pour laquelle j'assume totalement l'image satirique des Dalton que j'ai choisi pour le direct SDDJ numéro 43, c'est-à-dire que ces 4 individus, Antoine Deschamps, Olivier Nizet, Éric Mess et Christophe Wurtz, ce sont en quelque sorte les Dalton de la justice administrative. Parce que comme vous le voyez, avec le bras d'honneur qu'ils font, eh bien ils font un bras d'honneur non seulement à mes droits de justiciable, mais aussi à leur mission même de juge administratif. Et ils font une atteinte, comme disait le tribunal suprême espagnol, ils font une atteinte à l'état de droit en ayant refusé intentionnellement d'accomplir la partie la plus importante de leur office de juge administratif, c'est-à-dire la partie de l'instruction, la partie inquisitoire. Et donc, c'est cette violation, ce bafouement de la mission de juge administratif que je dénonce. Ce n'est absolument pas une généralisation contre la justice administrative, parce que je l'ai déjà dit, j'ai rencontré quelques juges administratifs qui ont super bien fait leur travail, mais en tout cas ces 4-là, par leur comportement, ils ont affaibli la confiance que je pouvais avoir dans la justice administrative. Et justement, mesdames et messieurs les membres du Conseil supérieur des juridictions administratives, vous devez connaître la théorie des apparences, parce que la justice ne consiste pas à rendre des jugements sûrs, mais ça consiste aussi à donner l'impression aux justiciables que la justice est bien rendue. Et la prévarication de ces 4 individus m'a absolument écœurée, parce que ça donne une image absolument déshonorante de la justice administrative, et c'est bien pour ça que ces 4 individus doivent être sanctionnés. Alors,
Ils seront condamnés parce que j'irai jusqu'au bout des plaintes pénales que j'ai déposées contre eux. Mais je pense, mesdames et messieurs du Conseil supérieur des juridictions administratives, je pense que ça serait beaucoup plus intelligent et beaucoup plus pertinent pour vous, et ça vous rapporterait beaucoup plus si vous-même vous meniez une véritable enquête pour savoir si ce dont j'accuse ces 4 individus est vrai et si vous les sanctionniez vous-même.